Homme de passion avant tout, homme de conviction par-dessus tout, homme discret, Thierry Reyer ne laisse pas insensible. Issu d'une famille où les arts avaient une place de choix, initié par des grands-parents qui n'ont eu de cesse d'œuvrer en ce sens, ce spécialiste en art, en histoire, chercheur, découvreur du secret du baiser de 1905 de Constantin Brancusi, Thierry Reyer va nous parler de lui, de son parcours, de sa découverte et bien entendu de Brancusi. Thierry Reyer, bonjour. Bonjour Alain. Bien qu'ingénieur de formation, l'art et l'histoire ont toujours occupé une place de premier choix dans votre parcours. Alors, à quoi ou à qui cela est dû ? À quoi l'histoire, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Bon, et puis j'ai eu la chance, étant jeune, d'avoir accès à pas mal de livres, de documents d'époque, de plusieurs époques d'ailleurs, ce qui m'a permis de m'intéresser au passé. Et bon, comme je le disais, à partir du moment qu'on est bien passé, on peut construire son présent et construire l'avenir. Au sujet de l'art, j'ai toujours vécu entouré d'œuvres d'art, donc forcément l'initiation s'est faite gentiment et tout doucement du plus jeune âge jusqu'à maintenant, quoi. Je parlais en préambule, je parlais de vos grands-parents. Ils ont été probablement pour quelque chose. Oui, certainement, oui. Puisque la bibliothèque, c'était la leur, et puis les œuvres d'art, c'était les leurs, quoi. Donc, c'était aussi des passionnés d'art, de culture. C'était des personnes qui ont côtoyé les plus grands artistes du début du XXe siècle, ce qui m'a permis de rencontrer Picasso quand j'étais petit. J'étais vraiment tout petit. Et puis par la suite, j'ai rencontré Chagall, des personnes comme ça. Donc forcément, ça apporte forcément un certain goût à l'art. Bien sûr. Alors, vos grands-parents, bien sûr, cette culture-là, ce qu'ils vous transmettent, mais au fur et à mesure que votre parcours se déroule, quels ont été vos maîtres, vos maîtres à penser, vos maîtres à découvrir, sans doute ? Déjà, adolescent, je lisais les ouvrages d'André Castelot et d'Alain Decaux. Et surtout les ouvrages concernant Napoléon et Napoléon III. Étant très proche de ces deux personnes-là, donc j'avais quelques petits documents et donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé quelques petites erreurs, quelques petits arrangements avec l'histoire. Et ces arrangements, je les ai un petit peu corrigés et j'ai envoyé à ces deux personnages des lettres pour leur dire qu'ils s'étaient un petit peu trompés. Et j'ai eu la chance que ces deux personnes-là me répondent. J'ai quelques lettres très sympathiques. Et nous avons collaboré ensemble après, quand mon âge m'a permis de travailler un peu plus avec eux, j'ai fait des recherches pour ces deux personnes. Bon, plus tard j'ai eu la chance de rencontrer à Réservoir Prod Louis Le Prince-Ringuet. Et c'est Louis Le Prince-Ringuet qui m'a initié à la science liée à l'art. Voilà. Alors la science liée à l'art, vous dites appliquer justement une méthode scientifique à vos recherches et dans un même temps, vous vous êtes spécialisé, il y a une bonne vingtaine d'années, la culture mochica. Alors j'avoue que ça m'intrigue, la méthode scientifique, la culture mochica, comment on peut passer de la recherche scientifique à la culture mochica ? Parce que toute cette culture antique utilise en fait quelque chose de commun. Cette chose commune, c'est en fait c'est tout ce qui est divin, la création divine. Et donc ils vont, que ce soit les Égyptiens, les Mochikas, vont représenter leurs dieux dans des poteries, dans différentes sculptures.
Et donc ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils utilisent des données mathématiques pour pouvoir réaliser leur sculpture. Alors ils vont utiliser Pythagore, ils vont utiliser des choses comme ça, et forcément va y avoir le nombre phi qui va apparaître, et ce nombre phi va permettre de créer des formes, de créer tout un tas de choses. Donc on récupère tout un tas de sciences qui sont antiques. Voilà. Et si je vous comprends bien, Thierry Reyer, les Égyptiens ont utilisé les mathématiques, c'est ça? Bah oui, puisque vous avez déjà une pyramide, donc ouais. C'est un triangle d'or, donc ouais. C'est déjà mathématique. Et oui, après ils ont utilisé la Trinité, ils ont utilisé tout un tas de choses, donc on mélange la création divine avec les mathématiques, hein, puisque, bon, après il y a la franc-maçonnerie, Dieu étant le grand architecte, donc architecte, mathématiques, géométrie, voilà. Donc, et cela vous le démontrez d'ailleurs? Cela, je démontre parce qu'en fait, j'utilise tout simplement Pythagore, Thalès, je prends un compas, une équerre, j'utilise l'algèbre et j'arrive à trouver le sens précis des œuvres, que ce soit des peintres ou des sculpteurs, quoi. Voilà. Alors, tout ceci nous ramène bien sûr au baiser de 1905 de Constantin Brancusi. Cette découverte vous a fait pratiquement sortir de l'ombre, en quelque sorte. Quand cela s'est-il passé? Dans quelles conditions? Ben, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Claude Puceau, qui est propriétaire de cette œuvre, qui est le baiser de 1905. Cette œuvre est la première sculpture d'art moderne. C'est certainement la sculpture la plus importante au monde aujourd'hui. Alors pourquoi? C'est parce que cette sculpture va représenter tous les courants de pensée depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Et dans cette sculpture, vous avez toute la science de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Vous avez tout l'art de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, tout est dans cette petite sculpture en marbre. Et l'intérêt de cette sculpture, c'est que toute l'œuvre de Brancusi s'intègre dans cette sculpture. Je m'explique. C'est en fait une sorte de coudée égyptienne de Brancusi. Et les œuvres de Brancusi s'adaptent sur cette sculpture. Et donc, c'est l'œuvre centrale qui a permis la création de toute l'œuvre de Brancusi. Alors il y a une controverse, on y reviendra sans doute, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'elle est de 1905 Alors en fait, à l'origine, c'est cette signature que vous voyez ici. Il a changé sa manière de signer, donc il a signé de cette manière-là de 1898 à 1906. Et donc après on a retrouvé, enfin j'ai retrouvé, quand je dis on c'est moi, j'ai retrouvé dans différentes archives des documents qui disaient que Brancusi a eu une obsession à partir de 1905, c'est le baiser. Et donc je suis parti à partir de ces documents-là pour prendre l'hypothèse qu'elle était de 1905, et toutes mes recherches m'ont prouvé, avec les carnets que j'ai trouvés derrière, des dessins que j'ai trouvés derrière, m'ont prouvé que c'était effectivement de 1905, quoi. Voilà. Alors scientifique aussi, parce qu'on utilise la comparaison, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait une découverte, la méthode scientifique consiste à découvrir la preuve, c'est-à-dire que j'ai dit que c'était de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, donc on passe de Platon, on arrive sur Aristote, ouais, et jusqu'à la Renaissance. C'est ambitieux ça. Oui, mais à partir de la Renaissance, on met fin à toute cette période aristotélicienne, et en fait, la preuve est importante. Donc la preuve, ça nécessite de comparer un certain nombre de fois pour arriver au même résultat et dire effectivement il s'agit de l'œuvre centrale de Brancusi. À partir du moment où je prends le coq, que je prends l'oiseau, que je prends différentes sculptures, le torse, etc., et qu'elles s'assemblent, en fait elles vont former des divinités égyptiennes. En assemblant les sculptures de Brancusi, on arrive à assembler à créer des divinités égyptiennes. À partir du moment où vous le faites une fois, ça peut être un hasard.
ou une vue d'esprit. À partir du moment où vous le faites 7 fois, je dis 7, c'est le nombre fétiche, puisque c'est le nombre de la création divine, c'est le nombre de Dieu. Et donc, à partir du moment où vous le faites un certain nombre de fois, c'est comme ça que tous les chercheurs, que ce soit en biologie, que ce soit dans différents domaines, travaillent, quoi. Voilà, donc c'est en ce sens que c'est totalement un travail scientifique, quoi. L'égyptologie, les mathématiques, la franc-maçonnerie, réunis dans cette œuvre, Le baiser de 1905 de Constantin Brancusi. Alors, ma question est très simple. Comment se fait-il qu'aucun expert en art n'ait mis à jour, bien avant vous, toutes vos affirmations? Parce qu'aujourd'hui, les gens se contentent de lire les bouquins qui ont été écrits par d'autres, et ils diffusent l'information sans avoir de réflexion. Moi, j'ai juste contemplé la sculpture, je l'ai retournée, il y a différentes lectures. Alors là, je vais vous en faire une. Quand vous mettez la sculpture à l'envers, vous avez le visage qui est là, donc il faut imaginer une sculpture antique. Vous avez le visage qui est ici, vous avez les bras qui sont ici, avec les mains que vous voyez qui sont jointes. Il s'agit d'Isis en train de prier. Ici, vous avez un ventre qui est arrondi parce qu'elle est enceinte. Là, vous avez les fesses, les cuisses avec les fesses ici. Et en fait, elle est en train de donner naissance au monde, hommes et femmes réunis par l'amour, par la même religion. En fait, Brancusi a voulu restituer la pensée des philosophes des Lumières dans cette sculpture. Alors, comme je vous parlais tout à l'heure de Trinité, si vous retournez la sculpture, ici vous avez l'œil d'Horus. Et ici, ça représente Osiris, le sexe d'Osiris, puisque l'œuvre de Brancusi raconte le mythe d'Isis et d'Osiris. Voilà. Et sur chaque sculpture, il va représenter la Trinité. Alors, de temps en temps, c'est une religion matriarcale, donc la mère, le fils et le père. Et puis, en fonction des religions, il a changé sa Trinité. Voilà. Vous évoquez même lors de nos différents entretiens l'Alléda de Léonard de Vinci. Oui, alors l'Alléda... J'ai du mal à le percevoir, alors, je dois l'avouer. L'Alléda de Vinci, Brancusi s'est totalement inspiré, comme je disais, c'est la fin de la période de l'obscurantisme. Il faut la preuve scientifique, il faut quelque chose. Donc en fait, il a beaucoup été inspiré, ça a été un modèle pour lui. Et là, pour Léonard de Vinci, vous avez l'Alléda. Alors, si on peut rapprocher la caméra. Alors ici, vous avez le bassin de l'Alléda qui est représenté, avec le nombril ici, et le sexe de l'Alléda, et l'entrecuisse ici. Alors en fait, quand vous prenez le tableau de l'Alléda et que vous le remettez à l'échelle, ça s'adapte exactement au contour de la sculpture, au visage de la sculpture du baiser de 1905 de Brancusi. On sait que André Malraux a été d'un grand secours à Constantin Brancusi. Vous avez vous-même une affection particulière pour André Malraux, cet écrivain, homme engagé, ministre d'État de la culture du général de Gaulle. Est-ce parce qu'il a joué un rôle majeur dans la sauvegarde de Brancusi? Quel rôle majeur a-t-il joué? En fait, André Malraux a permis de sauvegarder l'atelier complet de Brancusi. À la mort de Brancusi, celui-ci avait fait un testament où il léguait la totalité de son atelier à l'État français, si et seulement si l'État français reconstruisait un atelier identique et positionnait les œuvres exactement comme elles étaient dans l'atelier, puisque elles doivent être positionnées dans un certain ordre pour représenter quelque chose. Et en fait, les ayants droit de l'époque, Alexandre Israti et Natalia Dumitrescu, se sont opposés à ce que l'État français prenne les sculptures parce qu'ils n'avaient pas encore, fabriqué l'atelier. Et l'atelier a été fabriqué plusieurs dizaines d'années après. Et il s'est passé tout un tas de choses, des intempéries, le toit s'est écroulé,
la pluie, le vandalisme, tout un tas de choses. Et puis il y avait surtout un autre artiste à côté qui versait ses poubelles à côté, donc il y avait des rats qui étaient plus gros que certaines sculptures. Donc il a fallu faire quelque chose. Et le génie d'André Malraux a été de rencontrer les ayants droit et de les bluffer et de faire en sorte de récupérer les œuvres pour les protéger de la destruction et de la dégradation. Donc c'est en ça qu'on lui doit l'œuvre de Brancusi, parce que sans son intervention aujourd'hui, Brancusi ne serait pas du tout connu, l'œuvre aurait sûrement disparu et il y aurait eu des vols, il y aurait eu tout un tas de choses, quoi. Si j'ai bien compris, l'atelier de Brancusi de son vivant, c'était déjà son œuvre, c'était ça son œuvre. C'était son œuvre. En fait, il n'a pas fait des sculptures pour pouvoir en vivre et pour pouvoir les vendre. Il a fait une œuvre complète. En fait, la totalité de son œuvre peut représenter un temple maçonnique, peut représenter un temple égyptien et différentes choses. En fait, c'est universel. C'est ce qui est beau dans l'œuvre de Brancusi, c'est que son œuvre est totalement universelle. Donc ça serait intéressant que tout le monde puisse vraiment connaître Brancusi, parce qu'elle permet de réunir la planète entière autour des mêmes idées, puisqu'il a pu démontrer à travers ses œuvres que toutes les religions avaient une source commune, avaient les mêmes histoires, et donc ça permet de réunir tout le monde dans la paix, la fraternité. Et d'ailleurs on voit ces derniers mois la cote de Brancusi grimper. La cote grimpe, et à partir du moment où on aura compris et qu'on aura interprété correctement l'œuvre de Brancusi, elle ne fera qu'augmenter. C'est le créateur de l'art moderne, c'est le plus grand sculpteur de tous les temps, et son œuvre est totalement magistrale, quoi. Elle va reléguer l'œuvre de Picasso très très loin derrière. Alors Thierry Reyer, il y a quelques mois, les Amitiés internationales André Malraux ont organisé un colloque autour de Brancusi et de votre découverte qui a eu un certain retentissement, il faut le dire. Alors pourquoi remettre ça le 5 octobre prochain? Y a-t-il du nouveau ou êtes-vous simplement un provocateur? Lors du colloque avec les Amitiés internationales André Malraux, j'ai souhaité réunir les plus grands chercheurs, que ce soit ceux de la Société de biologie, que ce soit des astrophysiciens, que ce soit des mathématiciens, des physiciens. J'ai fait venir aussi des égyptologues. J'ai voulu que ce soit de réels scientifiques, de réels chercheurs qui soient confrontés à mes découvertes, afin d'avoir leur retour, et voilà. Donc j'ai pensé que c'était plus adapté, et ça a été un triomphe, tout modestement. Voilà. Donc suite à ça, je me suis dit il faut se confronter au public. Alors bien évidemment, pour toucher le public, il faut passer par les journalistes. Donc voilà la raison de ce retour le 5 octobre prochain. Voilà. Mais entre la précédente conférence et celle du 5 octobre, d'autres découvertes? Beaucoup d'autres découvertes dessus, parce que ces découvertes confirment les premières, puisque à partir du moment où on va retrouver une vingtaine d'autres choses sur le même thème, des découvertes où on va pouvoir assembler des choses, découvrir des choses qui ont le même sujet, forcément, ça appuie cette découverte qui est aujourd'hui complètement indiscutable. Il n'y a pas d'œuvre au monde qui existe au monde qui soit moins indiscutable que celle-là, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est une œuvre scientifique. Ma dernière question, Thierry Reyer, qu'est-ce qui vous anime? Je ne parle pas uniquement de Brancusi, du baiser de 1905, je parle de l'homme, du chercheur, du passionné. Qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est de découvrir des choses, d'apprendre. On a toute la vie pour apprendre, et je compte bien apprendre encore pendant quelques années. Alors on se donne rendez-vous le 5 octobre, Presse Club à Paris, c'est ça? Ouais. Pour cette 9h30. Pardon? 9h30. À 9h30, qui sera d'ailleurs organisée par les Amitiés internationales André Malraux et parrainée par Anne Malraux, c'est ça? Que nous saluons. Voilà, que nous saluons. Voilà. Merci Thierry Reyer. Merci à très Alain. bientôt. Au revoir.